et bienvenue à toi pour ce 4e fondamental du coaching. Et aujourd'hui, on va parler réalité, perception, position méta. Bref, on va parler du cadre de référence. Alors, prêt à changer de lunettes et voir la chose sous un autre angle? Intro, et c'est parti. Donc le cadre de référence, ce sont les lunettes à travers chacun voit la réalité. La réalité existe en tant que telle, mais chacun la voit de sa façon. Démonstration. Oui, capitaine, je suis en haut de la montagne avec le prisonnier. Qu'est-ce que je fais? Bien reçu, sergent. Descendez le prisonnier. Très bien, capitaine, reçu. Terminé. Non mais descendez-le de la montagne. Mais ouais, c'est con, hein. Chacun a ses lunettes et chacun perçoit la réalité à sa manière. Peut-être quelque chose d'encore plus parlant, c'est les illusions d'optique. Regarde cette image. Qu'est-ce que tu vois? Je te laisse un petit moment. Alors, t'as vu le canard ou le lièvre? Alors moi par exemple, je vois d'abord le lièvre. Et ce qui est intéressant, c'est que tu ne peux pas voir les deux en même temps. Tu dois toujours passer de l'un à l'autre. Elles sont exclusives l'une de l'autre. Eh bien, c'est l'exercice mental auquel se livre le coach. Très souvent, son client lui-même ont une vision différente du problème. Car chacun a son cadre de référence et chacun voit la situation sous un angle différent. Et François Délivré met le doigt sur une question essentielle que le coach doit se poser très régulièrement. Qu'est-ce qui est le plus utile pour le client? Que je l'accepte dans son cadre de référence ou que je lui propose un nouveau cadre? Et c'est un vrai jeu d'équilibriste. Car oui, si le client est écouté dans son cadre de référence, il va se sentir à l'aise, ce sera relativement agréable pour lui, mais il risque de ne pas beaucoup avancer. Mais si le coach propose son cadre de référence, est-ce que ça ne risque pas de bloquer, de freiner le client? Et cette question est assez liée à la posture du coach. François Délivré, en rapport avec le cadre de référence, on distingue deux différentes. Une stratégie interventionniste et une stratégie non interventionniste. Le coach interventionniste va s'autoriser à conseiller ses clients quand ceci lui semble nécessaire. Il pourra même faire certaines interventions décisives pour provoquer un changement du client en profondeur. Le coach interventionniste va avancer que pour lui, le client va avancer de manière beaucoup plus rapide s'il accepte d'appliquer certaines directives. Quant à lui, le coach non interventionniste n'apporte pas de solution, pas de conseils, ni même de mise en garde. Il va plutôt se concentrer sur le questionnement, la reformulation et proposer et émettre certaines hypothèses. Pour lui, c'est par la formulation de ses difficultés à un tiers que le client met en place ses propres solutions. Mais bon, tu me connais, rien qu'un petit exemple en image pour bien imager ça. Promis, je ne vais pas rentrer dans la caricature. Je vais essayer. Ah non, moi je vous dis, j'en peux plus, je suis à bout là. Qu'est-ce que vous entendez par à bout? Mais mon boulot là, c'est bon, je démissionne, ras le cul. Vous sens vraiment énervé là. Ouais, je suis énervé, bien sûr que je suis énervé. Lundi, ma démission elle est posée, c'est bon là. Ok. Enfin, vous comprenez quoi, ça peut plus durer. Alors je vous entends bien que démissionner ça peut être une option. Est-ce que vous, actuellement, vous en voyez d'autres? Ah non, il n'y a rien d'autre, non. D'accord. Oui. Il y a encore cette possibilité de médiateur, mais bon, ça sert à rien de toute façon. Qu'est-ce qui peut se passer au pire si vous essayez de prendre contact avec ce médiateur? Au pire, je sais pas, mais ouais. Bah, je veux bien essayer. Ah non, moi je vous dis, moi j'en peux plus, je suis à bout là. Ouais, j'entends, je vous sens bien remonté là. Hein. Ouais, bah ouais, je suis remonté. Moi lundi, ma démission elle est posée. Hein. Lundi, vous posez votre démission? Ouais, j'en peux plus là, c'est fini maintenant. Fini. Écoutez, je vous sens vraiment déterminé, mais posez votre démission maintenant, ça serait clairement pas une bonne idée. Ah ouais? Pourquoi? Vous êtes sous le coup de la colère, puis vous risquez de le regretter après. Moi, ce que j'aimerais, c'est que cette semaine, vous preniez rendez-vous avec le médiateur dont vous m'aviez parlé. Oh non, pitié, ça va servir à rien. Vous n'avez rien à perdre de le faire. Par contre, je me répète, mais si vous posez votre démission lundi, là, vous avez tout à perdre dans cette histoire. Bon, vous avez peut-être raison, j'appellerai lundi alors. Donc, tu peux voir clairement la différence de style. Pour arriver, dans cet exemple-là, bien sûr, au même résultat. Bien entendu, il n'y a pas de juste ou de faux. Et on n'est pas obligé d'être 100% l'un ou 100% l'autre. C'est des manières différentes de faire. Ça va dépendre de plusieurs choses. Ça va dépendre de votre personnalité. Ça va dépendre du type de formation que vous avez eu dans le coaching. Ça va dépendre de la personnalité, de l'attitude de la personne que vous coachez. Et ça va dépendre bien sûr de ce que vous avez mis dans votre contrat relationnel avec votre coaché.
Alors bien sûr, on va pas se dire, alors vous voulez un accompagnement plutôt interventionniste ou non interventionniste. Mais ce sont des éléments qui peuvent être discutés pour ajuster au mieux votre style d'intervention. Je vais maintenant te parler de 3 modèles utilisés dans le coaching en lien avec le cadre de référence. T'es toujours avec moi? Alors c'est parti. Donc la position méta, je suis sûr que tu as déjà entendu ce mot. C'est le fait de percevoir la personne coachée et de te percevoir toi-même en même temps en train de la coacher. C'est la capacité d'avoir conscience à la fois du contenu et du processus. Si tu n'utilises pas cette position méta, tu risques d'avoir le nez dans le guidon, comme on dit. Deuxième modèle, les zones d'intervention. Modèle exposé par Vincent Landart dans son livre « Les responsables porteurs de sens ». Alors, ces zones d'intervention, alors voilà à quoi elles ressemblent. Pour commencer, tu as la zone 1, le coach. Donc le coach avec ses divers composants personnels, professionnels, culturels, son état en séance, comment ils sont. La conscience de cette zone ne peut être travaillée que par du travail sur soi-même, quand le coach est en supervision, quand le coach est en développement personnel. Si le coach, je fais une thérapie à côté, c'est que dans ces moments-là, que cette zone peut être travaillée, que cette zone sera le mieux connue du coach. Zone 2, la relation du coach et du coaché. Un coach dispose pour diagnostiquer et agir sur cette zone de nombreux outils, comme le transfert, la permission, la protection, la métacommunication, etc. Zone 3, le coaché. Donc le coaché avec toute son identité personnelle, professionnelle, culturelle. Cette zone recouvre également la structure psychologique, mais aussi l'état physique, émotionnel ou psychique du coaché au moment de la séance. Si le coaché vous explique en début de séance qu'il a passé une nuit de merde par son enfant, il fait pas encore ses nuits, puis du coup il a dormi 2 heures, bah, il sera pas dans le même état d'esprit peut-être que s'il arrivait tout frais. Et ceci, ce sont des choses à prendre en compte et qui seront justement dans cette zone-là. Zone 4, le coaché et les autres. Donc le coaché a une certaine relation avec les personnes ou groupes de personnes de la zone suivante. Les relations peuvent être faciles ou difficiles, fortes ou lâches, etc. Zone 5 justement, les autres. Et plus généralement, l'environnement relationnel du coaché aux égards aux problèmes qu'il apporte en coaching. Zone 6, le problème du coaché, tel qu'il est perçu avec l'analyse de la demande. Zone 7, les autres et le problème du coaché. Donc, la façon dont son environnement perçoit le problème de ce dernier joue sur sa résolution. C'est très souvent une des zones que l'on pense le moins aller explorer dans le coaching. Zone 8, le coaché et son problème, c'est-à-dire la façon dont il voit son problème. Il peut par exemple le minimiser ou l'exagérer ou l'ignorer. Et tout en explorant les 8 zones, le coach va chercher une sorte de maillon faible dans ces zones. Celle qui empêche le plus le coaché à résoudre son problème. Et ce sera donc la zone qu'il décidera d'explorer en premier lieu dans les séances. Et pour finir, le kit de survie de François Souhain. Le kit de survie, c'est la zone 1, 2, 3 du schéma précédent. Donc moi, l'autre, la relation. C'est vraiment par là qu'il faut commencer si on veut aller explorer les autres zones. En cas de difficulté pendant une séance, il faut toujours penser à retourner vérifier si ces 3 zones sont OK. Zone 1, si le coach est envahi par des soucis, des contaminations, il ne pourra pas être disponible pour le coacher. Exemple en image. Non mais ça sert à rien du tout votre coaching là. Vous êtes certifié au fait? Parce qu'on ne dirait pas du tout un professionnel. Hein. Non mais je comprends pas pourquoi vous dites ça. Si le coaché ne va pas bien, zone 3, il ne peut pas se mettre pleinement à la résolution de son problème. Et si la relation n'est pas bonne, zone 2, le coach va perdre en crédibilité aux yeux de son client. Le coaché se ferme, zone 3, et le coach sent un malaise s'installer entre les deux. Zone 2. Non mais écoutez là ça me dérange vraiment ce que vous me posez comme question, c'est sur ma vie intime. Ouais, désolé. Bien entendu on pourrait en imaginer plein d'autres, mais souviens-toi de ça, le kit de survie avant d'aller voir plus loin. De manière générale, les jeunes coachs ont plutôt l'habitude d'aller très vite voir le problème du coaché et ne s'intéressent pas forcément assez à toutes ces autres zones et surtout aux 3 zones de base. On arrive au bout de ce 4e fondamental, j'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas comme d'habitude, un petit like, un petit partage, abonne-toi si ce n'est pas encore fait, ça m'aide beaucoup et c'est gratuit. Il ne me reste qu'à te souhaiter une très bonne connaissance de toi-même et je te dis à la semaine prochaine, bye bye.